Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Kali Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. N'hésitez pas à liker le chapitre et à vous abonner pour avoir la suite. Chapitre 35. Harry et Severus reprennent doucement conscience. C'est la plus étrange des sensations, bien qu'elle soit plutôt bienvenue. Un peu comme partager une entité unique entre deux corps, deux esprits et deux magies. Une fois libérés, ils comprennent au même moment ce qui s'est passé. La triple union est désormais complète. Harry met ses lunettes, qui à un moment sont tombées sur le lit, juste à côté du bras de Severus. Puis il conjure sa baguette. Dès que celle-ci touche sa paume, la trace s'évanouit dans une fumée dorée et disparaît complètement, confirmant de façon irrévocable leur supposition. Leurs yeux se reconcentrent et ils sourient comme des maniaques. Ce n'était pas prévu, mais le résultat est néanmoins plus que satisfaisant. Harry a l'impression de posséder le monde entier, d'être complètement ivre du pouvoir qui circule dans ses veines et qui fait écho au battement de son cœur. Et bien évidemment, Severus ressent la même chose. Soudain, une autre entité fait acte de présence. Elle les fait sursauter et s'éloigner en se couvrant, regardant çà et là à la recherche d'un intrus, pendant qu'elle s'en amuse. L'instant d'après, leur visage s'empourpre de gêne lorsqu'ils comprennent que la présence en question n'est autre que le château. Poudlard les remercie pour l'énergie qu'ils ont fournie involontairement et les informe des événements qui se sont déroulés pendant leur absence, aussi bien que des mesures qu'il s'est cru devoir prendre en leur nom. Puis il leur souhaite le meilleur pour leur futur et se retire, les laissant abasourdis derrière lui. Sainte Mère de Merlin! Severus ne peut qu'être d'accord. Il n'a jamais entendu dire que le château pouvait interagir directement avec qui que ce soit en dehors du directeur, et même dans ce cas, seulement en cas d'extrême urgence. C'est plus qu'un simple privilège, c'est un honneur. Harry secoue la tête et lance un tempus. Dimanche 23 février 1997. 10h30. Il se tourne vers Severus et, encore une fois, il verrouille son regard dans le sien. D'après le récit du château, c'est le bordel même si ça n'a pas encore explosé. Théoriquement, ils disposent encore d'un peu de temps avant de devoir faire leur réapparition et c'est de ça dont ils ont le plus besoin à l'heure actuelle. Ils doivent tester leur nouveau pouvoir avant de confronter les autres, Dumbledore en particulier. En outre, ils doivent conclure une affaire avec les gobelins, puisqu'Harry devient majeur. Et enfin, ils vont être obligés d'informer le nouvel ordre qu'ils vont réapparaître et épanouis avec ça. La chambre des secrets? Leurs ventres vides choisissent ce moment pour se faire entendre, les faisant tous les deux sourire. Les cuisines, puis la chambre des secrets. Corrige Harry. Le dîner est déjà bien entamé lorsqu'Harry et Severus reviennent à Poudlard après leur visite à Gringotts et pénètrent dans la grande salle. Discrètement, ils se dirigent vers leurs places respectives, s'installent, remarqués seulement par leurs voisins immédiats, qui, dans le cas d'Harry, l'attendaient. La table professorale, c'est une autre histoire, puisqu'ils ne s'attendaient pas à trouver parmi eux le professeur de défense contre les forces du mal. Après avoir écouté toutes sortes d'accusations et de théories de conspiration de la bouche du personnel que le directeur n'a pas cru bon de réfuter ou confirmer, ses collègues l'accueillent avec des regards choqués ou confus. Severus préfère simplement les ignorer et à la place s'adresse au professeur Sterling, à 2 sièges du sien. « Je vous remercie de vous être chargé de mes cours la semaine dernière, Serenus. Je suppose que vous avez trouvé les plans des leçons que j'avais laissés satisfaisants. »« Ah, oui, ils m'ont beaucoup aidé, Severus. Merci. »
fait le professeur Sterling positivement embarrassé. Des problèmes avec les élèves? Oh non, aucun. Très bien. Severus hoche la tête et commence à remplir son assiette. Severus, la voix du directeur vient de son extrême gauche. Je voudrais vous parler après le dîner, dans mon bureau, si cela ne vous dérange pas, et d'ailleurs Monsieur Potter aussi. Bien sûr, directeur. Il acquiesce dans sa direction, mais sans prendre la peine de le regarder dans les yeux. Le reste du personnel échange des regards de connivence, mais ne fait aucun commentaire, retournant à leur assiette. Dumbledore se penche vers Minerva et lui glisse un mot rapide, après quoi elle se lève en direction de la table des Gryffondors, à l'évidence pour parler avec Harry. À sa grande surprise, Severus trouve tout l'échange assez divertissant. Il se souvient parfaitement avoir respecté cet homme, alors qu'aujourd'hui, c'est à peine s'il peut ressentir autre chose que du mépris pour lui. À ses yeux, en une petite semaine, Albus Dumbledore a été réduit à un simple clown. Et pas seulement Dumbledore, le Seigneur des Ténèbres, ses Mange-Morts, l'Ordre du Phénix, le ministère et le monde sorcier en général ne valent pas mieux. Ce doit être dû au pouvoir. La puissance fait toute la différence et lui fait percevoir les choses les plus étranges. Jamais dans sa vie il ne s'est senti autant en confiance, aussi indépendant, et il doit surveiller ça de près, de peur de devenir présomptueux. Ils sont devenus trop présomptueux. Il se corrige en fouillant dans les yeux de son mari pour transmettre dans son esprit ses préoccupations. Harry sourit avec tristesse et valide d'un hochement de tête, lui faisant la promesse de faire attention pour lui s'il lui retourne la faveur. Ils forment une sacrée paire, songe Severus en revenant à son repas. Avec le recul, il n'aurait pu imaginer une telle relation un an en arrière. Et pourtant, ils sont là, amoureux et mariés, et tout le reste. Brusquement exaspéré, il secoue la tête pour faire fuir ses idées. Merlin, il est vraiment devenu aussi sentimental? Le fichu gamin a encore des teints sur lui. Ils entrent dans le bureau du directeur et, pour leur amusement, découvrent qu'il est rempli avec les membres de l'ordre. Cet homme est vraiment prévisible. Personne ne leur offre de s'asseoir, ce qui les laisse debout face à l'assemblée, comme de vulgaires délinquants face au tribunal. Ils ont tous les deux de grandes difficultés à cacher leur sourire face à cet étalage pathétique d'une épreuve de force. Merlin, c'est absolument hilarant. Oh, si seulement ces gens savaient. Quelque chose a cependant dû leur échapper, vu comment Dumbledore les regarde avec suspicion à travers ses yeux plissés. Ils se disciplinent, afin de mettre sur leur visage une expression polie et neutre, et s'appuient confortablement contre le mur. Du coin de l'œil, Harry voit Fumsec incliner la tête dans leur direction. Le phénix peut-il déjà sentir que leur pouvoir a changé? Probablement. Heureusement, ses communications avec son maître sont limitées, quoiqu'il n'aurait pas su lui rapporter autre chose qu'un avertissement général. Severus, Harry, quitter l'école sans permission est très irresponsable de votre part au regard des événements récents. Vous nous avez donné à tous une certaine frayeur en disparaissant soudainement, sans oublier que vous avez causé de nombreux problèmes. Puis-je vous demander où vous étiez? Severus fronce les sourcils en feignant la surprise. Je vous demande pardon, directeur, n'avez-vous pas reçu mon message? Il me semble avoir été clair dans les explications au sujet de l'urgence personnelle qui nous a forcés à partir précipitamment. Ou plutôt que Poudlard a laissé, mais là n'est pas la question. Les membres de l'ordre échangent des regards étonnés. Sans surprise, on ne leur a pas communiqué cette petite information. Est-ce que le vieux s'attendait à ce qu'il s'en sorte facilement? Il devient vraiment sénile. Même un gosse pourrait s'en rendre compte. « Je crains de ne pas avoir reçu ce message, » répond Dumbledore sans délai. « Et cela ne fait que renforcer mon argument. Vous auriez au moins dû m'informer en personne. » Passant de la réprimande au désappointement, Dumbledore lâche un long soupir. « Est-ce que le bien-être d'Harry signifie aussi peu pour vous, Severus, que vous le mettiez en danger
avec autant de légèreté? J'ai exprimé assez clairement mon inquiétude au sujet de cette union, et il semble que cela soit plus que justifié. » Son visage se durcit. « Ceci est inacceptable. Vos actions indiquent que vous êtes indigne d'être le tuteur de votre mari, et par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que de vous retirer cette responsabilité via le Wizangamot. Cette tutelle doit être confiée à quelqu'un de plus approprié. » Harry et Severus se mettent à glousser ouvertement, face au désarroi de toutes les personnes présentes. « Merlin n'apprendra-t-il jamais ?» Harry s'éclaircit la voix et s'écarte du mur en secouant la tête. « Vous savez quoi, directeur? Faites donc ça. » Et avec ça, il tourne les talons, Severus à ses côtés. La porte du bureau se referme dans un clic et, avant qu'il n'ait pu l'atteindre, s'allume d'une myriade de protections. « Je ne crois pas vous avoir déjà congédié, messieurs !» Le vieil homme semble particulièrement énervé. Leurs sourires grandissent quand ils sortent leurs baguettes et annulent les protections avec rien d'autre que de petits mouvements rapides. Ils récoltent au passage des exclamations choquées. Quant à Dumbledore, son visage a perdu toutes ses couleurs. « Non, monsieur, mais nous partons quand même. » Harry ne prend même pas la peine de dissimuler la suffisance qui transpire dans sa voix. Il ouvre la porte et ils sortent sans un regard en arrière. Le temps de jouer est officiellement terminé. Que la guerre commence. À Ignatius Parkinson, chef de la famille Parkinson. Monseigneur, il est venu à ma connaissance que les fiançailles que vous avez conclues au nom de votre fille Pansy avec Draco Malfoy ne sont plus possibles. Ayant du respect pour votre famille, il m'a semblé de mon devoir de porter ce fait à votre attention. Cordialement, Anonyme. Les portes du hall d'entrée s'ouvrent en surprenant les habitants de Poudlard, attablés pour le petit déjeuner et poussant certains d'entre eux à tendre le cou pour voir ce qui se passe. À la porte, une petite délégation de sorciers et de sorcières apparaît et se dirige aussitôt vers la table principale. À sa tête, un homme de haute stature et assez lourd, aux cheveux courts bruns et au visage écrasé. « Directeur Dumbledore, je vous demande pardon pour mon intrusion inopinée, mais il s'agit d'une affaire dont je dois discuter avec l'un de vos étudiants et qui ne peut attendre. » Il se tourne vers la table des Serpentards. « J'ai besoin de parler avec le jeune monsieur Malfoy, cela seul. » Lorsque le directeur donne son consentement, la salle se transforme en une mer de chuchotements. Pansy passe de son père à Draco, dans un état de confusion totale, se demande sûrement ce qui se passe. Severus Snape se lève de sa chaise. Seul est un terme relatif. Il passe en revue son entourage avec dédain. Étant le parrain de M. Malfoy et son responsable de maison, je tiens lieu de parent et j'insiste par conséquent pour l'accompagner. « Très bien !» crache M. Parkinson avec un geste dédaigneux, mais sans quitter Draco des yeux. « Venez, mon garçon, nous ne disposons pas de la journée. »« Pas si vite. » Lord Parkinson fait une nouvelle voix. Tous les yeux se tournent vers Harry Potter, qui marche vers le groupe pour se positionner à côté de son époux et de Draco Malfoy. En tant que Black par le sang, le jeune Malfoy est de ma responsabilité. Quel que soit le sujet dont vous devez discuter, cela se fera en ma présence. Et pour ma part, j'insiste sur les nombres pairs. Immédiatement, Neville Londubat, Hermione Granger, Théodore Nott, Luna Lovegood, Blaise Zabini et Daphné Greengrass se lèvent de leur siège et les rejoignent, équilibrant les deux délégations. M. Parkinson faiblit visiblement, mais ne voyant aucune raison légitime de réfuter leur présence, il n'a pas d'autre choix que de faire avec. Les élèves et le corps professoral murmurent avec ferveur, suivant des yeux les deux groupes quitter la grande salle à la recherche d'un endroit privé. Cette année,
La ration de scandale semble dépasser leurs espérances. Albus Dumbledore arpente son bureau dans un état proche de la rage. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas été autant furieux. Il sait qu'il doit se calmer pour penser correctement, mais avec le flux constant des échecs qui inondent son esprit, c'est quasiment impossible. Il s'arrête et prend plusieurs inspirations pour tenter de dresser ses boucliers d'occlumencie pour au moins la 12e fois. Lentement mais régulièrement, ses sentiments tumultueux reculent comme les nuages partant d'orage qui laissent un ciel clair derrière eux. Il continue de respirer plusieurs minutes jusqu'à être absolument sûr qu'il est de nouveau en contrôle. Puis, il souffle et s'assoit derrière son bureau, très las, malgré qu'il ne soit que 3 heures de l'après-midi. Il semble que le destin soit contre lui, et il ne parvient pas à comprendre ce qu'il a fait pour mériter ça. Il espérait que Lord Parkinson allait remettre le jeune Malfoy à sa place, mais avec le soutien d'Harry Potter, il est peu probable qu'il y parvienne. Pourquoi au nom de Merlin Harry a-t-il choisi d'intervenir pour lui ? Ce sont des ennemis d'enfance, ça n'a pas de sens. À moins... Ses poings se serrent lorsque la colère menace de revenir, mais il parvient à la confiner avec succès. Snape. Tout ça, c'est l'œuvre de Snape. Qui d'autre est en position de les manipuler assez pour les amener à une sorte de compréhension mutuelle, voire une alliance ? Et pas seulement les 2 garçons. Les fiançailles entre Nott et Granger, et celles mises entre parenthèses de Malfoy et la fille Weasley apparaissent sous une toute nouvelle lumière. Snape implante ses propres agents dans le camp de la lumière, et de ce fait construit un réseau qui deviendra le socle de son pouvoir. Ce nouveau seigneur dont il a entendu la rumeur ne peut être nul autre que Severus Snape. Dumbledore cligne des yeux, choqué par cette découverte. Tout s'explique en fait. Snape possède l'intelligence, la cruauté et la détermination pour entreprendre quelque chose de cette ampleur, sans oublier la puissance dont il a fait la démonstration hier. Il doit utiliser Harry comme écran de fumée, pendant que dans l'ombre il tire les ficelles, les manipulant tous, moi y compris. Oui, ça a du sens. Snape utilise le camp de la lumière pour abattre son premier maître et manœuvre Harry pour affaiblir la position de Dumbledore. Dès que Tom sera à terre, il se débarrassera d'Harry et de lui. Puis il profitera du chaos qui s'ensuivra pour prendre le contrôle du monde sorcier. Le directeur sourit méchamment. C'est un plan tout à fait brillant. Il doit bien lui reconnaître ça. Un plan qui aurait marché si Snape n'avait pas commis l'erreur de précipiter les choses. Mais bon, l'impatience est l'apanage de la jeunesse, un vice sur lequel les anciens peuvent toujours compter pour prendre l'avantage. Et Albus Dumbledore sait clairement quoi faire. La longue journée de travail arrive à son terme, permettant à Arthur de réunir enfin ses papiers et de se préparer à rentrer chez lui, ou au quartier général dans son cas depuis que le terrier n'est plus sûr. Il soupire en se frottant les yeux. Les derniers jours ont été fatigants. D'abord, la soudaine disparition d'Harry et de Severus qui s'est avérée n'être qu'un malentendu, ou du moins c'est que Dumbledore voulait que cela paraisse. Ensuite, les fiançailles inattendues de sa fille, qu'il a encore du mal à accepter, et le jeu de puissance inquiétant entre Harry et Dumbledore dont il a été témoin. Il se rassoit pour se laisser le temps de se recomposer. Dans l'état où il est, c'est à peine s'il peut confronter Molly. Elle est suffisamment désemparée comme ça, rien ne sert d'en rajouter. Comme prévu, l'oncle Percival a été plus que satisfait des fiançailles. Tellement satisfait, en fait, qu'il ne s'est même pas soucié des circonstances, félicitant Arthur d'avoir une fille si astucieuse qu'elle a réussi à décrocher une telle alliance. Arthur était en état de choc à ce moment-là. Qui pourrait imaginer que le vieil homme pouvait être aussi éhonté ?
Les papiers du mariage étaient à son goût. Aussi, il n'y a plus rien à faire à part fixer une date, rester en retrait et voir sa seule fille épouser le fils de Lucius Malfoy. Il secoue la tête. Il devrait probablement cesser de juger le garçon sur les valeurs de son père, ou le manque, en l'occurrence. Après tout, il a agi de façon honorable. D'ailleurs, Ginny l'a choisi de son plein gré, et Arthur sait qu'elle ne l'aurait pas fait si le garçon était pourri au-delà de tout espoir. Elle lui a confié sa réputation, et il a dépassé ses espérances, une chose pour laquelle Arthur le respecte. C'est vrai qu'il n'a pas d'autre choix que de l'accepter, bien entendu, vu qu'il va devenir son gendre. Le cas d'Harry et de Severus est une autre histoire. Le spectacle qu'ils ont offert dans le bureau d'Albus était sacrément impressionnant, et les implications laissées derrière n'étaient pas jolies à voir. En fait, il s'agit plus que d'une profonde brouille entre Albus et les deux hommes, plutôt un conflit ouvert et violent. N'importe quel membre avec suffisamment de jugeote pour ajouter 2 et 2 arriverait à la même conclusion. Mais Arthur est l'un des rares qui envisage la possibilité que le directeur aille jusqu'à perdre la face. Et c'est en ça qu'il est déchiré, car il est au courant et il apprécie à la fois Harry et Albus. Il sait que, malgré leurs erreurs, leur cœur et leurs intentions sont purs. Autant il peut affirmer qu'Albus a perdu le contact avec la réalité des choses, qu'à l'opposé, Harry en a totalement conscience. Si ces deux-là étaient amenés à s'affronter dans un avenir proche, Albus n'en sortirait pas entier. En revanche, ce qu'il ne sait pas, c'est si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Vous venez d'écouter Émancipation, une fanfiction Harry Potter, par les studios Calu Records. Si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à le liker. Si vous voulez être notifié du prochain chapitre, n'hésitez pas à vous abonner.